Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Primum Non Nocere pour une vidéo très spéciale. Cette semaine c'est la fête de la science et pour l'occasion j'ai été convié par les Pays de Verdun à venir animer à Verdun certains de leurs événements. La vidéo d'aujourd'hui est donc faite pour l'occasion, elle a été parrainée pour l'occasion, ce qui est une première sur la chaîne. Le thème cette année à Verdun pour la fête de la science c'est les activités nature, ce qui peut largement se comprendre vu que niveau nature, pour faire des activités, ils sont extrêmement bien lotis. J'aurais pu vous parler de course à pied, j'aurais pu vous parler de cyclisme ou de n'importe quelle autre activité physique qu'on fait dans la nature, mais je me suis dit qu'il serait beaucoup plus marrant de répondre à une question que vous étiez probablement jamais posée. Pourquoi est-on essoufflé après un exercice physique ? Pourquoi on est essoufflé après avoir monté 3 étages ? Pourquoi les sprinteurs du 100 mètres sont aussi essoufflés après avoir couru moins de 10 secondes ? Si je vous demandais là maintenant pourquoi notre fréquence cardiaque et notre fréquence respiratoire augmentent pendant l'exercice physique, il y a fort à parier que vous me trouviez une réponse un peu comme ça. Les muscles ont besoin de plus d'énergie, donc de plus de sang et de plus d'oxygène, donc on augmente la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque pour assurer les besoins. En gros, ça, c'est plutôt instinctif de ce qu'on sait du corps humain dans la vie de tous les jours. Par contre, si je vous demande pourquoi on est essoufflé après un exercice physique, là, ça va être beaucoup moins évident. Et la réponse que je pourrais vous donner, c'est parce que votre organisme se comporte un petit peu comme votre banquier, ce qui va demander des explications. On va commencer par voir comment l'organisme produit son énergie. Parce que les bases, tout ça. On a l'habitude de dire que le glucose et le gras sont les principaux carburants de l'organisme, ce qui est presque vrai. En fait, ils servent à la production d'une autre molécule qui, elle, est le principal carburant de l'organisme, l'ATP ou adénosine triphosphate. L'ATP, c'est quasiment exclusivement la seule molécule à fournir de l'énergie pour les organismes, et ce, dans tout le domaine du vivant. Dès qu'une action nécessite de l'énergie, que ce soit couper ou synthétiser un truc, activer un transporteur membranaire ou une réponse cellulaire, une contraction musculaire, dès que ça nécessite de l'énergie, c'est l'ATP qui va fournir cette énergie. L'ATP, c'est donc une molécule d'adénosine sur laquelle on a branché à la chaîne 3 phosphates, d'où le adénosine triphosphate. Et il s'avère que la liaison entre le deuxième et le troisième phosphate est très riche en énergie. Donc quand une action a besoin d'énergie, on va prendre une molécule d'ATP, on va briser la liaison entre le deuxième et le troisième phosphate, et ça va libérer de l'énergie. On se retrouve donc à la fin avec une molécule d'ADP, adénosine diphosphate, un phosphate, et de l'énergie. Comment est-ce qu'il est généré cet ATP ? Plus exactement, comment est-ce qu'il est régénéré ? Parce que l'organisme ne s'emmerde pas à tout recréer à chaque fois, il recycle lui. Il prend un ADP et il rebranche un phosphate dessus. Ça va beaucoup plus vite. Cette génération d'ATP, elle se fait dans les cellules, dans une structure qu'on appelle la mitochondrie. La mitochondrie, c'est l'usine à énergie de l'organisme. L'un de ses tafs, ça va être donc de dégrader le glucose ou le gras pour en faire de l'ATP. Beaucoup d'ATP. Mais pour ça, elle va avoir besoin d'oxygène, la mitochondrie. C'est pour ça qu'on parle d'oxydation du glucose ou d'oxydation des acides gras, parce que ça utilise de l'oxygène. La production d'ATP dans la mitochondrie en présence d'oxygène, on appelle ça la respiration cellulaire. Et dans le cadre du glucose, on parle de glycolyse aérobie, la destruction du glucose en présence d'oxygène. On va faire une petite digression rapide parce que la respiration cellulaire, elle fait intervenir un cycle enzymatique un peu complexe, mais putain de bien foutu. Toute personne qui a fait un tout petit peu de biologie avancée connaît ce cycle. C'est l'une des némésis de tous les étudiants en sciences de la vie. Le simple fait d'évoquer son nom doit faire remonter des souvenirs à pas mal de monde. Oui, des souvenirs. I've seen things you people wouldn't believe. J'étais pas prêt. Ce cycle enzymatique, c'est le cycle de Krebs, avec un E. Et c'est probablement l'une des plus belles choses qui existent en biologie. Si on devait faire un top 3 des trucs cool en biologie, dedans, sans hésiter, il y a la théorie de l'évolution, le code génétique et le cycle de Krebs. Et on vous encourage à nous donner votre top 3 dans les commentaires. Fin de la digression. La respiration cellulaire, c'est très efficace pour régénérer de l'ATP. Pour une molécule de glucose, elle va régénérer aux alentours de 35 molécules d'ATP, et pour une molécule d'acide gras équivalente, c'est-à-dire 6 atomes de carbone, elle va régénérer 45 ATP. Et tout ça en ne produisant que du CO2 et de l'eau. Son problème principal, en dehors du fait qu'il lui faut de l'oxygène, c'est qu'elle est un petit peu lente à s'adapter aux besoins. Elle va avoir besoin de monter en charge. C'est un peu un diesel. Donc elle est super efficace, d'accord, mais super efficace par rapport à quoi ? En fait, elle est super efficace par rapport à un autre procédé qui produit de l'ATP à partir du glucose, mais lui sans oxygène. C'est la glycolyse anaérobie, sans oxygène. Et ce phénomène est beaucoup moins rentable puisqu'il ne produit que 2 molécules d'ATP pour une molécule de glucose consommée. Et il laisse derrière lui
de l'acide lactique. Par contre, elle s'adapte très bien à la demande et elle réagit quasiment instantanément. Cette glycolyse anaérobie, en fait, c'est la première partie de la glycolyse aérobie. Toutes les molécules de glucose vont passer par cette étape. Mais s'il y a suffisamment d'oxygène, ça va partir ensuite dans la mitochondrie pour faire de la respiration cellulaire. Sinon, on en reste là au niveau de l'acide lactique. Donc on est en présence de deux systèmes de production d'énergie. L'un qui fonctionne en présence d'oxygène, la respiration cellulaire. Elle a pour avantage d'utiliser le sucre et le gras, d'être très rentable et de ne laisser derrière elle que de l'eau et du CO2. Par contre, elle nécessite de l'oxygène pour fonctionner et elle a un petit temps d'adaptation. Et l'autre, qui n'utilise pas d'oxygène, la glycolyse anaérobie. Avantage, elle n'utilise pas d'oxygène et elle s'adapte très rapidement à la demande. Par contre, elle n'utilise que le glucose, elle n'est pas très rentable et surtout elle laisse derrière elle de l'acide lactique. Revenons maintenant à l'exercice physique parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Quand on commence un effort physique, on a une augmentation brutale de la demande en énergie. Et ça, quel que soit l'effort, par rapport à une situation de repos, marcher, c'est un effort. Pas forcément très important, mais ça reste un effort. Courir, par rapport à marcher, c'est aussi un effort. Alors évidemment, plus l'effort va être intense, plus l'augmentation de la demande va être importante. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette augmentation, elle est instantanée. Par contre, l'adaptation de l'organisme à cet effort n'est pas instantanée. Il faut que la fréquence cardiaque augmente, que la fréquence respiratoire augmente et que la production d'énergie, donc la respiration cellulaire, s'adapte à la demande. Il va donc y avoir pendant un certain temps, qui est dépendant de l'intensité de l'effort que vous êtes en train de produire, une inadéquation entre ce que votre organisme est capable de vous fournir comme énergie à travers la respiration cellulaire et ce dont vous avez besoin pour fournir cet effort. Et c'est là que votre organisme va commencer à se comporter comme un banquier. Du fait de cette inadéquation entre ce que la respiration cellulaire est capable de vous fournir et ce dont vous avez besoin pour faire votre effort, vous allez contracter une dette en énergie auprès de votre organisme. Alors elle va pas forcément être très importante, ça va dépendre de l'intensité de l'effort que vous êtes en train de fournir, mais il n'empêche que vous allez contracter une dette qui correspond à la différence entre ce que vous consommez et ce que la respiration cellulaire est capable de vous apporter. Sauf que c'est maintenant que vous avez besoin d'énergie. Si vous avez besoin de courir pour fuir un danger ou plus pragmatiquement pour attraper votre bus, c'est maintenant, pas dans 5 minutes. Donc il va quand même falloir la trouver, l'énergie qui compose cette dette. Alors, de quoi elle est composée cette dette? Déjà, à l'intérieur de vos muscles, il y a une petite réserve d'ATP. Alors vraiment très petite, de quoi tenir moins de 5 secondes. Mais c'est déjà ça. Ensuite, il y a la phosphocréatine. La phosphocréatine, c'est une molécule qui est capable de recharger un petit peu d'ATP. Alors là aussi, la réserve est très faible, mais elle est immédiatement disponible, ne demande pas d'oxygène et ne produit pas d'acide lactique. Elle permet de tenir une dizaine de secondes. Et à partir de là, c'est la glycolyse anaérobie qui prend le relais jusqu'à l'adaptation de la respiration cellulaire. Mais ça va produire de l'acide lactique qui s'accumule. Et une fois que la respiration cellulaire s'est adaptée, il n'y a plus de production d'acide lactique, on repart sur une production d'ATP standard. Sauf s'il y a une nouvelle adaptation de l'intensité de l'effort. Donc la respiration cellulaire, elle s'adapte, d'accord, mais elle s'adapte pas à tout, sinon on n'aurait pas besoin de s'entraîner. Si votre exercice dépasse les capacités maximales d'adaptation de votre organisme, on parle alors d'exercice supramaximal, vous allez produire en continu de l'acide lactique que vous allez accumuler et vous allez être obligé physiquement de vous arrêter. Pour info, un exercice supramaximal entraîne un épuisement et donc un arrêt de l'effort en moins de 3 minutes. Donc on en est là. Soit vous avez arrêté vous-même votre exercice physique, soit votre organisme vous a fait comprendre qu'il fallait que vous arrêtiez. Et vous êtes essoufflé. Que vous ayez monté 3 étages, couru un 100 mètres ou un marathon, vous êtes essoufflé. Vous êtes essoufflé parce que votre organisme en bon banquier vous demande le remboursement de la dette que vous avez contractée au début de votre effort. Le remboursement de cette dette, elle se fait en 2 parties. Tout d'abord, il y a le remboursement de la dette dite alactique, c'est-à-dire le stock d'ATP à l'intérieur des muscles et le stock de phosphocréatine. Ce remboursement, il est relativement rapide et il dure quelques minutes. Ça, c'est le moment où on est très essoufflé juste après l'exercice. Donc là, je viens de finir mon entraînement. Donc là, je suis très essoufflé, je respire excessivement vite. Donc là, j'ai poussé au-delà de ma consommation possible d'oxygène. Et donc, j'ai accumulé de l'acide lactique, j'ai usé toutes mes réserves et ma capacité aérobie n'a pas suivi. Ensuite, il y a le remboursement de la dette lactique qui correspond à l'élimination de l'acide lactique accumulé. Et cette élimination va se faire de 2 façons. 75% du stock d'acide lactique va être oxydé, c'est-à-dire que les lactates vont être transformés pour rejoindre le site de Krebs et la respiration cellulaire. Le cœur, par exemple, il est très fort à ce petit jeu. Il adore oxyder les lactates. Les 25% restants, ils vont être rebalancés vers le foie qui va les transformer afin de recréer du glucose et du glycogène pour refaire les stocks. Le remboursement de la dette lactique, il est plus long, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures en fonction de l'intensité de l'effort. Et l'ensemble des phénomènes en jeu pour le remboursement de cette dette nécessite de l'oxygène. Reconstituer le stock d'ATP, ça demande de l'ATP, donc de l'oxygène. Régénérer la phosphocréatine, ça demande de l'ATP, donc de l'oxygène.
Transformer les lactates en glucose, ça demande de l'ATP, donc de l'oxygène, et l'oxydation des lactates, ça demande de l'oxygène. Donc cette dette en énergie, elle peut être assimilée à une dette en oxygène. Et comment on fait rentrer de l'oxygène dans l'organisme? En respirant. Et donc c'est pour ça qu'on est essoufflé après un exercice physique, parce qu'on a contracté une dette au début de l'exercice physique qu'on rembourse à la fin. Donc maintenant, là, ça fait quelques minutes que j'ai arrêté. J'aspire toujours vite, mais je suis plus aussi essoufflé que tout à l'heure. Là, ça doit faire une dizaine de minutes que l'exercice est passé, donc j'ai remboursé une grande partie de ma dette à lactique. Il me reste donc ma dette lactique à rembourser, et ça va prendre plus de temps, ça va prendre plusieurs heures. Donc voilà, je rembourse ma dette lactique à ce moment-là, et ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Et je vous ai dit que l'organisme se comportait comme un banquier. Si vous avez fait attention, il manque un truc. En fait, le remboursement de la dette, il est plus important que la dette qu'on a contractée. Il y a des intérêts. Quand on mesure les consommations d'oxygène après un effort, on se rend compte que la consommation est supérieure à ce que l'organisme a dépensé. Ça s'explique par le fait que pendant l'effort, on sécrète des hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline qui mettent l'organisme dans un état de surconsommation après l'effort. C'est donc les intérêts de la dette. Mais c'est pas tout à fait fini, il reste un élément qui participe un petit peu à l'essoufflement. La production d'acide lactique s'accompagne de la production d'un ion, l'ion H+, dérivé de l'hydrogène. La concentration en ion H+, dans un milieu, ça détermine l'acidité de ce milieu, son pH, qui veut dire potentiel hydrogène. Plus la concentration est importante, plus l'acidité du milieu est importante. Et le pH, l'organisme, il aime pas du tout quand ça bouge. Mais alors, pas du tout. Donc il va tout faire pour éliminer cet excès d'ion H+. Donc soit il va le pisser, mais ça prend plusieurs heures, soit il peut l'éliminer par la respiration. On va pas du tout rentrer dans le détail de l'équilibre acido-basique là maintenant. Plus tard. Retenez juste que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien vous raconter sur internet et que l'élimination c'est soit par les reins, soit par les poumons. Donc pour éliminer cet excès d'acidité, il va augmenter sa fréquence respiratoire pour éliminer des ions H+. Donc on respire plus vite. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi on est essoufflé après avoir fait un exercice physique. Ça va vous permettre de briller en société, et puis comme ça vous penserez à moi la prochaine fois que vous serez essoufflé après avoir couru après votre bus ou après avoir monté 3 étages. Allez, bonne fête de la science. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Primum non nocere. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je tiens à vous rappeler que cette vidéo a été faite pour l'occasion de la Fête de la Science 2017 en partenariat avec les Pays de Verdun et l'ensemble des sponsors des événements qui vont avoir lieu à Verdun le week-end du 13, 14, 15 octobre 2017. Pour l'occasion, moi je serai à Verdun le vendredi 13 octobre 2017 au soir pour le Tronchant Live numéro 53 qui portera sur quand la nature reprend ses droits. Et puis je serai également à un forum le samedi 14 octobre 2017 de 13h30 à 18h30. Donc si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Contrairement à d'habitude, aujourd'hui il n'y aura pas de FAQ du précédent épisode. Elle sera faite plus tard au cours d'un autre épisode, mais vous verrez ça le moment venu. Par contre, on vous encourage à venir partager dans les commentaires le top 3 des trucs que vous trouvez beaux en biologie, comme on l'a fait dans l'épisode avec le code génétique, le cycle de Krebs et la théorie de l'évolution. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, pensez à bien respirer et à très bientôt pour un nouvel épisode de Primum non nocere.